de footballeur professionnel à recruteur en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Christelle Nogaret, ergonome et psychologue du travail. Salut Christelle. Salut Jess. Comment tu vas ? Bah bien, je suis contente d'être là. Écoute, je suis ravi parce que dans cet épisode, on va parler de singularité avec toi et où placer sa singularité pour développer son plein potentiel puisque tu es ergonome et psychologue. Est-ce que tu peux, juste avant de commencer cet épisode, nous expliquer qu'est-ce qu'un ergonome et pourquoi tu as souhaité compléter cette formation avec un diplôme de psychologue ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ergonome, c'est pas forcément quelque chose qui est connu. En tous les cas, voilà, on dit ergo, on confond avec ergothérapeute et d'autres choses. L'ergonome, ça vient de l'homme au travail. Donc, c'est l'étude de l'homme au travail, que ce soit sur l'aspect physique ou psychologique. Donc, on fait des diagnostics, que ce soit sur les risques des troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux. Ok. Et en fait, en partant de là et en travaillant notamment sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, il y a tout un aspect psychologique qu'on voyait en tant qu'ergonome, mais qu'on peut plus approfondir. Et moi, au bout de 15 ans, j'avais aussi besoin à la fois d'approfondir et à la fois, ergonome, c'est pas un diplôme d'État, il n'y a pas de titre là-dessus, ce qui est le cas en tant que psychologue. Donc, ça permettait à la fois d'avoir une boîte à outils et à la fois de pouvoir aussi avoir une reconnaissance là-dessus auprès des divers clients qu'on a, mais surtout de développer d'autres parties et d'intervenir de manière plus globale avec d'autres regards en fait sur la même situation de travail. D'accord. Alors, en préparant cet épisode, tu m'as évoqué le fait que ta formation de psychologue, en tout cas ton mémoire, tu as souhaité et tu l'as fait en tout cas dans le domaine du sport. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça aussi. En fait, et travaillant déjà en fait dans la santé au travail depuis 15 ans, je travaillais beaucoup dans les entreprises et je voulais aussi avoir un regard neuf sur une situation que j'avais pas forcément déjà traitée. Le monde du sport m'intéressait énormément parce que j'avais autour de moi des sportifs de haut niveau, je fais aussi du sport et je trouvais qu'il y avait un vrai parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et là, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir dans ce milieu en fait, du sport de haut niveau pour faire mon mémoire. Donc, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans en fait, avec des entraîneurs sportifs du haut niveau. Okay. Et à la fois avec le regard de leur métier, donc on revient bien sur l'homme au travail au départ, mais avec tout ce qui se passe dans ce milieu qui peut être aussi singulier pour beaucoup, quoi. Ouais, justement, effectivement, ça va être un peu le fil rouge de cette interview, l'analogie entre, en tout cas, les différences et les complémentarités peut-être entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. On va également effectivement creuser la question de la singularité et de l'environnement dans lequel on la place. D'ailleurs, en préparant cette interview avec toi, ce qui m'a intéressé et agréablement surpris aussi, en tout cas moi, ça m'a rappelé ce que disait le sociologue Bourdieu. Une singularité, se trouve en tout cas entre ce dont un individu hérite de son environnement d'origine et ce qu'il acquiert à travers ses expériences de vie. La singularité se trouve au milieu. Et toi, avec tes mots d'ergonome et de psychologue, alors tu avais d'autres mots, mais finalement on disait la même chose. Néanmoins, toi, tu apportes aussi alors, je sais pas si c'est une nuance ou une pondération. Parce que toi tu dis voilà, c'est vrai que derrière ce que je dis de Bourdieu, etc., et aussi moi dans le cadre de hors norme du podcast, c'est vrai que quelqu'un d'hors norme, c'est pour moi quelqu'un qui finalement a trouvé sa singularité, donc qui est un peu dans la lignée de ce que disait Bourdieu, mais effectivement le regard de la société voit cette personne comme hors norme, comme étant hors des normes, mais finalement c'est qu'un point de vue, c'est un paradigme. Tu peux être hors norme dans une société, par exemple en France, et dans une autre société, tu peux ne pas être considéré hors norme parce que c'est d'autres codes, d'autres indicateurs. Toi, tu m'as expliqué, en tout cas durant nos échanges, et c'est ce que j'aimerais essayer de partager.
il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Toi, tu m'as expliqué, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que tu m'expliques que finalement, on est tous en train d'essayer on est tous dans une quête identitaire. Exactement. Est-ce que peut-être à travers peut-être les coachs de sport de haut niveau que tu as rencontrés, parce que c'était ton sujet effectivement avec eux, la quête identitaire, qu'est-ce que c'est finalement une quête identitaire d'un individu? Alors en fait, oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Le milieu dans lequel on va se trouver, déjà à la base, et dans lequel on va aller, nos choix de vie, nos choix de carrière, vont être faits de toute notre expérience et tout notre parcours. Et en fait, pourquoi en tant qu'entraîneur, enfin plutôt en tant que sportif de haut niveau, à un moment donné, je fais le choix d'être entraîneur. Qu'est-ce que je vais rechercher? Est-ce que c'est parce que j'ai raté des médailles et que je veux y arriver à travers à travers le sportif que je vais entraîner? Est-ce que c'est à l'inverse? J'ai vraiment envie de transmettre parce que je suis tombée sur un super entraîneur et j'ai envie d'être comme lui et ça va être mon modèle pour la suite pour entraîner. Est-ce que je veux garder ce pied dans le sport? Est-ce que c'est parce qu'il y avait le regard de ma famille là-dessus? On recherche toujours quelque chose dans le travail, en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, en reprenant Bourdieu, c'est qu'en fait, on est qui on est à travers nos expériences de vie. On a tous des parcours différents. Et on peut se dire, voilà, il y a des failles identitaires, mais naturelles, pas en tant que quelque chose de négatif, effectivement. On va essayer de combler des choses dans notre vie. Et le travail peut être aussi un facteur de ça. Un moyen de combler. Voilà, de combler des failles, ou en tout cas cette recherche identitaire. En tous les cas, on va forcément rechercher quelque chose et ce qui va être important, ça va être le regard des autres sur notre travail qui va donner, le travail il est fait pour quelque chose, hein, on le fait, il y a un sens derrière. Hein. Alors, c'est intéressant, on va revenir effectivement sur le regard des autres, qui est effectivement extrêmement important. Il y a un concept effectivement que j'aimerais que tu nous partages dans cet épisode. Mais est-ce que toi, du coup, dans les entraîneurs que tu as côtoyés, effectivement, dans ce que tu dis, tu as rencontré ces cas-là, quelqu'un qui t'a dit clairement, ou en tout cas, toi, tu as identifié le fait, il a voulu devenir entraîneur parce que il n'avait pas forcément percé dans le monde du sport, il a voulu rester dans le monde du sport, il l'a plutôt bien fait à travers le métier d'entraîneur, ou est-ce que c'était parce que son père était entraîneur, donc il est devenu entraîneur? Est-ce que tu as été confronté à ces cas de figure? Alors oui, et à la rigueur, tu vois, on parlait de singularité, mais tout le monde a un parcours singulier, en fait, à la fin, et ce qu'on disait sur la norme de tout à l'heure, c'est-à-dire que ces entraîneurs, ils ont tous une histoire différente. Et les exemples que je donnais tout à l'heure, c'est ça. Et dedans, il y en a qui ont performé. Il y en a des entraîneurs de haut niveau qui avaient fait les Jeux Olympiques dans le groupe d'entraîneurs que j'avais. C'était des entretiens collectifs. Okay. Et ça n'empêchait pas, justement, en fait, de continuer là-dedans, mais pour transmettre quelque chose et revivre des sensations qu'ils avaient vécues. On se rendait bien compte, le sujet a tourné à un moment donné sur qu'est-ce qu'un bon entraîneur. Se retrouver sur des valeurs communes, sur l'humilité, sur le respect, et puis on reviendra dessus, mais sur cette question de performance. Et effectivement, ils retrouvent ça, ils ont envie de transmettre des choses qu'ils ont connues, cet état de grâce à un moment donné quand tout fonctionne. Il y a quelque chose derrière lors de la transmission générationnelle aussi qui est là. D'accord. Et quand on parle de quête identitaire, il y a aussi cette question de la transmission qui est là. En tout cas, tous savaient pourquoi à un moment donné, ils avaient mis le doigt dessus. En tout cas, ils avaient compris pourquoi ils avaient voulu devenir entraîneurs, ou ils l'ont compris a posteriori. Je te demande ça parce que je fais aussi le parallèle avec l'entreprise. Tu vois, quelqu'un qui veut devenir DRH ou directeur financier, est-ce que finalement, au départ, est-ce qu'on doit tous essayer de se poser ces questions-là? Pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est pour ça, est-ce que ces entraîneurs savaient pourquoi ils voulaient être entraîneurs? Pourquoi ils faisaient cette chose-là? Alors je pense que pas forcément, et je sais même pas si on est un jour totalement sûr. En fait, on fait des hypothèses plus ou moins et on recherche plus ou moins la cause. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on est au poste où on n'y est pas par hasard. On va choisir dans des métiers, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise,
Tu vas pas devenir infirmière en hôpital psychiatrique en te levant un matin et en te disant voilà c'est ça, c'est un parcours de vie, peut-être de malades autour de toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par ça? Toi, ton parcours de vie à travers ancien sportif de haut niveau, tu t'es pas dirigé vers le monde du sport, mais vers un monde de challenge, de performance et ainsi de suite. T'as gardé, je pense qu'il y a des moments où tu as des sensations qui peuvent être les mêmes, en tous les cas que tu retrouves dans ce milieu-là. Mmh. Et en fait, c'est plus ça, c'est qu'à un moment donné, tout notre parcours de vie, notre choix professionnel n'est pas fait par hasard, et on se pose plus ou moins la question à un certain moment donné. Et là, les entraîneurs n'avaient pas la réponse claire. Il y a des hypothèses, et puis en cheminant, il y a surtout, au-delà de pourquoi je me trouve là, c'est comment j'exerce ce métier. Et je l'exerce comme ça parce que j'ai des expériences de vie et professionnelles surtout là, qui m'amènent à ça aussi. C'est marrant parce que effectivement, comme moi j'ai évolué pas mal dans le monde du sport et aussi dans le monde de l'entreprise, en tout cas un entraîneur dans les esprits collectifs, on a la magie, on imagine qu'il a la réponse, peut-être pas à tout, mais en tout cas qu'il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et toi tu dis que pas forcément, en fait, c'est pas ce que tu as trouvé. Non, il va... Tout comme un dirigeant d'entreprise, on a l'impression en tout cas, c'est ce qu'on attend de lui, qu'il sache pourquoi il est là, en tout cas. Alors, il va savoir ce qu'il donne à faire, en fait. Et ça, c'est totalement différent. Ouais, c'est-à-dire que le dirigeant, il va coordonner, il va savoir où il va, mais il sait peut-être pas, au départ, ce qui l'a amené là. Il n'est pas là par hasard, mais il ne sait pas forcément pourquoi. Et c'est pour ça aussi, des fois, qu'il y a des pertes de sens, que ce soit dans le sport comme dans le monde de l'entreprise. À un moment donné, on parle beaucoup de burn-out. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé d'en parler dans le monde du sport, alors que c'était pas du tout le cas avant. C'était dans un monde quand même de souffrance, et où la souffrance était établie et pas rediscutée. Okay. On était dans un monde où on se posait pas la question. T'en as fait partie de faire des tours de terrain, de faire des pompes. Voilà, le coach te disait ça et tu le faisais, quoi. Oui, voilà. Oui. Là aujourd'hui, on est face dans le monde de l'entreprise comme dans le monde du sport sur des jeunes générations, mais en tous les cas, le monde a évolué, où on se pose la question, ok, tu me fais faire 10 tours de terrain, mais ça va me servir à quoi? Ça joue sur quoi? En quoi ça va augmenter ma performance? Et dans le monde du travail, c'est pareil. On a très peu de tâches où on se dit, on me demande de corriger 10 dossiers sans savoir où je vais derrière. On a besoin de savoir ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval. Et de se dire, au-delà de la quête identitaire, il y a une quête de sens derrière. Et ça change tout. Donc, et là, on attend du chef d'entreprise qui nous donne les ordres, comme j'allais dire l'entraîneur là-dessus, mais qui nous dise pourquoi. Et là, il faut qu'il ait réponse à ça. Et ça, c'est tout autre chose, quoi. Et ça, pour avoir réponse à ça, justement, je fais le parallèle avec cette quête identitaire finalement qu'on traverse tous. Est-ce qu'on doit à un moment donné s'imposer l'exercice d'essayer de comprendre d'où on part pour mieux avancer, ou pas forcément? Ou on peut apprendre en chemin? On peut apprendre en chemin, et de toute façon, il y aura un temps pour tout. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a d'où on part qui peut expliquer ce qu'on cherche. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'est jamais figé. C'est-à-dire qu'on est toujours en mouvement et on est toujours en construction identitaire. Au-delà de la quête, c'est-à-dire on continue à se transformer tout le temps. Et le travail, justement, permet cette transformation. C'est-à-dire qu'à travers le travail, à travers ce que je vais faire, à travers la manière dont je vais m'engager dans le travail, ce que je vais donner, les retours que je vais avoir, et ça va me créer de l'expérience, ça va me transformer. Et le travail va nous transformer tout le temps. Et donc, même si on savait d'ailleurs au départ pourquoi on était directeur de cette entreprise, 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, de toute façon, on a évolué. Le monde a évolué, mais nous aussi là-dedans. Et en fait, c'est surtout ça. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on se transforme tout le temps, et que le travail nous permet ça. Et le travail nous le permet, et on te parlait tout à l'heure, tu me disais sur le regard des autres, sur ce retour qui est hyper important. En psychologie du travail, il y a un concept sur la reconnaissance. Ah oui, c'est ce que je voulais te demander. Effectivement, le concept d'utilité, je reprends mes notes, et de jugement de beauté. C'est quoi la définition des deux, et
Et c'est quoi le lien avec la quête identitaire ? En tout cas, ça a un fort impact de ce que j'ai compris. Ouais, sur la construction identitaire, effectivement. En fait, alors c'est assez intéressant parce que on parle beaucoup du regard des autres. Et aujourd'hui, on sait que dans le monde, il y a une médiatisation. Là, on est sur une version numérique de quelque chose qui va être sur Instagram, qui va être sur différentes plateformes. Et donc, il y a un retour de ça. Et en fait, dans tout travail, il y a un retour. Et donc, je te disais, dans la construction identitaire, elle se fait en fonction, donc en psychodynamique du travail, c'est un concept qui a été amené par Christophe Dejour, qui nous explique qu'elle se fait à travers... Christophe Dejour, qui est un psychologue ? Oui, qui est un psychiatre et qui est aussi... qui a un CV de dingue et qui a énormément joué en fait sur un des concepts en psychologie de travail qui est la psychodynamique du travail. Oh. Et en fait, dans le concept sur la reconnaissance, tu l'as parlé, donc il y a 2 jugements, d'utilité et de beauté. D'utilité, c'est ce jugement qu'on a à travers le travail qu'on fait et notre direction, nos clients, c'est-à-dire... Là, aujourd'hui, tu as des objectifs à faire. Est-ce que tu as rapporté assez de marché ? Combien ? Comment ? Et là, on va te dire, tu as forcément une utilité dans ton entreprise et à quoi t'as servi. Et on valide à travers les entretiens annuels et ainsi de suite. On valide ça et on se dit, OK, là... Ouais. T'es bon ou t'es pas bon. Tu vas avoir ta prime ou tu vas pas l'avoir. Et donc là, à travers ça, tu as un jugement d'utilité. À quoi je sers à travers du regard de la société, mais ma société au terme d'entreprise. Ouais, ok. Et il y a un deuxième jugement, ce qu'on appelle le jugement de beauté. Et celui-ci, c'est autre chose, parce qu'en fait, c'est celui qu'on va obtenir à travers nos pairs. Et je parlais tout à l'heure dans les entretiens que j'ai fait avec les entraîneurs du haut niveau. Dedans, j'avais tout type d'entraîneurs. J'avais des entraîneurs de sport individuels, comme la marche, j'avais des sports collectifs comme le volley, des sports plus de fond, aviron et marche, des sports de combat comme la boxe, des sports masculins sur le tir à l'arc, sur les entraîneurs que j'avais, sur le public qu'ils entraînaient, ou sur les jeunes avec la gymnastique. Et en fin de compte, au départ, je trouvais ça hyper riche de pouvoir les réunir, et je me suis dit, moi, mais... OK, maintenant ils sont tous là, mais est-ce qu'ils vont s'y retrouver ? Est-ce que ça va créer un collectif de travail, en fait, parce qu'ils sont tous différents ? Et rapidement, dès le premier entretien collectif, ils vont créer un collectif de travail vraiment au sens en psychologie. Il y a Sandrine Caroli et Yves Clos qui décrivent ça très bien, mais pas en termes de somme d'individus. On est d'accord en termes de collectif pour travailler parce qu'on a des valeurs communes sur la qualité de notre travail. Et je te parlais tout à l'heure des valeurs d'humilité, de respect. Et ça en faisait partie. Et en créant ça, ils se sont reconnus entre eux. Et le fait de se reconnaître entre eux en tant qu'entraîneur de haut niveau, en se disant, toi, t'es comme moi. Là, ça a créé le collectif. Et ce jugement, ce que je disais des pairs. Des pairs et de beauté, c'est de se dire, toi, t'es un bon... C'est un jugement sur la qualité, mais il n'y a rien de prescrit derrière. Si on se reconnaît entre nous comme étant bons. On sait que... on en parlait entre nous sur ton métier de recruteur. Il y en a où tu vas dire facilement, eux, je voudrais bien bosser avec parce que... Ouais, c'est des super recruteurs. Je sais, mais au-delà du super recruteur, qu'est-ce qui va te faire dire ça ? C'est que vous allez avoir des valeurs communes. D'accord. Il va y avoir quelque chose en vous qui... tu vas être au clair et ce sera pas que... ils sont super parce qu'ils ramènent des milliers. Ouais. Ou des millions. Et si c'est ça, t'auras peut-être pas envie de bosser avec eux. Tu peux avoir des gros groupes qui ramènent plein d'argent et tu te diras, mais non, j'ai pas envie d'être comme eux. Par contre, lui, j'ai envie et on se reconnaît. Et c'est ce jugement-là de beauté. Si eux, celui que tu reconnais à l'inverse, te reconnaît toi, et il y a aussi cette envie-là, et là, tu vas être hyper valorisé, tu vas dire, là, je fais bien mon job. Mais du coup, il y a un lien avec, par exemple, effectivement, si je me reconnais avec un père, lui et moi sommes des individus donc dans une quête identitaire, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on partage des valeurs, ou en tout cas, on a un socle d'ADN commun, comme une entreprise qui partage une ADN dans laquelle des collaborateurs partagent cet ADN. Dans cet ADN, il y a des valeurs, il y a un sens partagé. Le lien est correct ou pas du tout ?
Alors, il y a un sens partagé dans la manière, en fait, où ça va vous aider chacun à vous construire. D'accord. Parce que à travers ça, en fait, ça va te donner une base. On parlait d'environnement. Et une fois que tu es bien dans ce jugement, enfin voilà, et d'utilité à la fois et de beauté, et ben tu vas commencer dans ton travail à pouvoir te dire, à pouvoir bien te sentir, à pouvoir te dire, bah ouais, je suis bien, et donc j'ai les bonnes bases. Ouais. Et c'est là que tu vas pouvoir exprimer souvent ta singularité. Parce qu'une fois que tu as cette base-là, et que tu as cette reconnaissance, tu es sur une autre phase. Alors là aussi, c'est des concepts en psychologie du travail. On dit, bah voilà, quand on se reconnaît, on fait partie du même genre professionnel. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est notre base. Ouais, on parle de genre professionnel. Et à ce moment-là, tu peux exprimer ton style. Toi, là-dedans, maintenant que t'es comme ça, t'appartiens à ce genre, mais toi, t'as ta petite astuce, ta petite ficelle de métier. Toi, ce truc-là, tu le fais pas comme les autres. Super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, donc chacun a sa singularité, chacun est singulier. Par contre, ce que tu dis là, c'est-à-dire que si on arrive à trouver un espace où on partage un genre de métier, genre professionnel, pardon, on peut peut-être, donc là on est peut-être plus enclin à développer sa singularité, en tout cas être plus à l'aise, plus confortable à développer son potentiel quand on a trouvé son genre professionnel. Exactement, en fait, quand on est identifié là-dedans... Donc là, l'environnement est crucial finalement. Tout à fait, en fait, parce que ça te redonne du pouvoir d'agir, en fait. Ça, c'est ce que ça va donner dans le travail. Le regard de l'autre te donne certains pouvoirs, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a ça et que tu te reconnais, tu peux te dire, bah, ok, là, j'ai une certaine stabilité de ça, hein, voilà, si on pouvait le vulgariser comme ça. Et donc là, maintenant, dans ce cadre-là, je peux exprimer qui je suis et ma manière de faire. Elle va plus être comparée, vu que j'ai déjà cette stabilité, on m'a déjà reconnu. Ah oui, du coup, parce que à l'inverse, effectivement, si tu n'es pas dans ton genre professionnel, tu vas avoir peur du regard de l'autre, donc tu vas te mettre des normes invisibles, hein, mais en tout cas, tu vas te limiter dans tes actions. Dans tous les cas, tu vas pas être dans une totale maîtrise de ton métier, donc tu vas être toujours dans cet ajustement. En tout cas. Alors, ou limité. Voilà, tout le monde trouve un épanouissement différemment, mais en tous les cas, pour avoir la capacité vraiment, on parlait tout à l'heure de souffrance, de pouvoir la transformer vraiment en plaisir, c'est un phénomène qu'on appelle la sublimation, hein, de transformer la souffrance au plaisir au travail. Il faut quand même qu'à la base, voilà, tu sois dans un milieu où tu es reconnu et que tu retrouves justement ce pouvoir d'agir au travail, et en se disant, bah voilà, là, dans ce que je suis en train de faire, on est toujours en train d'ajuster. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une différence entre ce qu'on appelle le prescrit et le réel. Il n'y a jamais une journée où tout ce que tu as prévu exactement se passe de la manière-là, parce que c'est des rencontres, parce que y a des aléas, et qu'en fait, c'est tout à fait la normalité en fait qui est une différence. On peut jamais tout prévoir dans n'importe quel travail. Et donc, il y a toujours cet ajustement. On travaille toujours là-dessus et on essaye de comprendre. Mais au fur et à mesure, tu mets des mécanismes en place pour que ça devienne plus facile. Et que toi, tu puisses agir dessus plus facilement, sans que ce soit de la souffrance, mais en disant, bah voilà, j'ai fait ça. Et ça, c'est tes astuces, tes ficelles de métier. Et ça, il faut que tu aies déjà un niveau de maîtrise et de reconnaissance et que tu te sentes bien pour pouvoir encore plus retrouver ce pouvoir d'agir. Ça, c'est ce que les entraîneurs que tu as rencontrés, de sportifs de haut niveau, essaient à chaque fois de créer, c'est-à-dire un environnement avec un collectif où les personnes se reconnaissent entre elles en genre professionnel pour qu'il y ait une émulation. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé pendant les entretiens, très clairement. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, il a fallu poser ses bases et se reconnaître entre eux. Et c'était assez marrant parce qu'on était sur des phrases je pense exactement comme toi, c'est pareil, c'est évident. Et à un moment donné, je me suis dit, ben mince, j'avais peur que ça apprenne pas. Ça apprend tellement que qu'est-ce qui se passe? Il va pas avoir de débat. Ils sont tous d'accord sur tout et en fait, ils vont pas se révéler. Justement, bien sûr. Ils sont tous tellement d'accord et tellement respectueux. Et quand on disait, voilà, nous on parle de dispute professionnelle qui redonne ce pouvoir d'agir, je me disais, ah bah là, on n'est pas sur de la dispute professionnelle, ils sont tous OK. Ils sont tous en train de s'admirer autour de la table. Le premier objectif est atteint, mais alors je vois pas du tout comment on va arriver sur la suite. Et en fait, non, c'est une fois que ce climat il a été créé,
que là, ils ont pu vraiment avoir des échanges clairs. Je me rappelle vraiment de l'entraîneur du volley qui disait que lui, sur son staff de 3, il avait eu la chance de pouvoir recruter ses 2 autres collègues, donc pour le volley féminin. Et de choisir des personnalités différentes en disant moi avec l'expérience je me suis rendu compte que moi je suis plus sur la technique, j'ai pas très envie d'être dans le relationnel pur, d'écouter les différentes plaintes et ainsi de suite des sportifs, mais j'ai pris quelqu'un qui a cette fibre-là, cette empathie-là pour le faire. Et j'ai pris aussi une femme, parce que au-delà des compétences, oui, le lien féminin entre filles, il y a quelque chose qui se crée. Et donc, et c'est ce trio-là qui fonctionne. Et face à ça, j'avais l'entraîneur de l'aviron qui disait c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que nous, dans le staff, on est 3 aussi. Mais limite, alors avec nos particularités, mais limite 3 clones, parce qu'on se disait que justement pour réussir, faut qu'on ait la même vision des choses sur tout, pour pas que le sportif se retrouve perdu, un peu comme dans un enfant entre papa et maman. Quoi. Ouais. Et à l'époque, il avait eu l'expérience d'un jeune qui était arrivé, qui fonctionnait différemment, et qui avait pas forcément bien tenu dans ce collectif, parce qu'il disait non, la méthode ça fonctionne pas, et là en fait non, il écoutait vraiment l'entraîneur du volley en disant mais oui, et je vais évoluer là-dessus. Et là on voyait cette transformation en disant ouais, je t'ai reconnu, et maintenant que je t'ai reconnu, je prends en considération tes ficelles de métier, ce que t'es en train de me transmettre, cette transmission, et je la prends totalement. Et donc là on voyait vraiment ça se transformer, et on l'a vu la reconnaissance par les pairs construit un canal de communication qui est audible en fait, pour l'un comme pour l'autre. Mais j'allais dire, au quotidien en fait, t'as ça. On te dit quelqu'un que t'admires, que tu vois comme un mentor, qui va dire quelque chose. Tu vas pas remettre ça en cause. Tu vas boire ses paroles et tu vas essayer d'aller comme ça, parce que c'est ta vision, ce que je disais tout à l'heure. L'entraîneur qui t'a marqué, c'est ça. Et à l'inverse, le manager toxique, il n'y a pas de canal, donc du coup ça ne fonctionne pas. En fait, si tu as quelqu'un... Voilà. De toute façon, une fois que tu t'es fait l'idée que ça fonctionnait pas, ou qu'il y avait de la malveillance, consciente ou pas, pourquoi t'écouterais ? Tout ce qu'il va dire, tu vas interpréter, tu vas remettre en question. Alors, je dis pas que tu remets pas du tout en question quand on te le dit dans un autre contexte, mais en tous les cas, ça laisse place au débat, mais un débat constructif. Et à se dire, cet échange-là, je peux en tirer quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant. J'essaie de synthétiser un peu ce qu'on se dit effectivement dans le jugement d'utilité et le jugement par les pairs pour aller dans cette quête identitaire, de finalement trouver, peut-être verbaliser sa singularité et la développer. Il y a effectivement déjà le jugement d'utilité, où là, ce que j'entends de ce que tu dis, il faut plutôt aller dans une direction, faire quelque chose dans lequel tu es bon. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais des fois, justement, la vie fait que, ou parce qu'on a l'origine qu'on a et on va dans des directions professionnelles qu'on n'a pas forcément souhaitées, en tout cas peut-être pas au fond de nous au départ. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça où les gens, soit pour se sortir d'une situation modeste socialement au départ, vont dans des directions... ils aiment bien ce qu'ils font, mais c'est pas une passion non plus. Ou inversement, une personne qui est plutôt pour prendre un peu des clichés, dans un milieu favorisé, se disent moi je ferais bien boulanger, mais mes parents préfèrent que je travaille dans un grand groupe international. C'est pas si rare que ça en fait. Toi tu dis il faut impérativement s'écouter. Finalement, c'est un peu ce que je dis dans mon podcast. Les gens qui s'écoutent, il faut s'écouter véritablement et aller vers la chose qui va nous procurer, tu parlais de sensations, procurer des sensations, du plaisir. Alors pour avoir ce jugement. C'est ce que j'allais moduler, mais tu vas vers là. Ce reconnaissance d'utilité, je m'épanouis parce que je me sens bien, je me sens utile à ce que je fais, pour ensuite après prendre de l'expérience et aller chercher de la reconnaissance par les pairs qui elle-même aussi va nous emmener vers un développement positif. Ouais, vers une construction de nous-mêmes, en tous les cas une transformation. Et oui, c'est pas forcément, pour revenir à ce que tu disais, d'aller là où on est bon, parce que tu sais que j'ai un peu de mal avec le terme là, parce qu'on peut être excellent, avoir des chiffres d'une super école de commerce, parce que notre famille a été là-dedans, et avoir des facilités, y arriver et pas être épanoui. Par contre,
là où je te rejoins sur le fait de s'écouter à un moment donné, c'est effectivement dans mon travail, qu'est-ce que je recherche qu'est-ce que ça me procure. Et effectivement, comment là, ce qui se passe, je le transforme en plaisir à un moment donné. Et c'est surtout ça. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui, moi, va me procurer du plaisir, dans quoi je vais avoir ce pouvoir d'agir parce que je vais me sentir dans des bonnes conditions pour le retrouver, pour pouvoir m'épanouir là-dedans, pour pouvoir transformer ça, ce que je disais sur cette sublimation. Ouais, c'est ça, il faut être véritablement à l'écoute de ces sensations. Qu'est-ce qui me provoque de la souffrance et qu'est-ce qui me provoque du plaisir, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui me provoque de la souffrance et qu'est-ce qui me provoque du plaisir, mais plutôt... est-ce que j'ai les moyens de moduler cette souffrance pour qu'elle se transforme en plaisir ? D'accord. Et les moyens, tu peux les avoir de plein de façons différentes. Mais quel type de moyens tu parles ? Par exemple, ça peut être... tu peux avoir un travail très répétitif, pas forcément passionnant à la base, mais où tu vas me dire, moi, voilà, je vais avoir des personnes d'entretien qui vont me dire, mais jamais je quitterai cette entreprise parce que moi, l'ambiance avec les collègues, c'est ce qui est principal pour moi. Ouais, ou tout comme un sportif à faire des entraînements très chronophages quand même. Il y a quand même beaucoup d'entraînements qui peuvent être chronophages, mais parce qu'ils vont gagner un match ou vont faire une perf, va compenser, le plaisir va compenser la souffrance. Exactement. Et en fait, c'est ça. Et quand on parlait de souffrance, et en fait, quand tu gagnes, et puis ce pic d'adrénaline, et ça va créer des endomorphines et ainsi de suite. Quand je disais tout à l'heure, il y a des sensations, toi, que tu dois retrouver aujourd'hui dans ton métier, quand tu signes un gros contrat, ou cette notion-là de performance, voilà, tu les recherches pas par hasard. Mais alors, on parle de sensations. Ce qui m'amène à te demander, là on parle pas d'objectif ou de performance, on parle de sensation. Parce que c'est pas l'atteinte d'objectifs, enfin, il faut être au clair, dit autrement, il faut être au clair sur les objectifs qu'on se donne. En fait, je fais référence à ce qu'on se disait en préparant cet épisode, où tu très justement, maintenant qu'on en a parlé, ça me paraît plus évident, mais là on va être sur les JO. Un sportif qui va essayer de gagner la médaille d'or peut être plus ou moins satisfait de ce qu'il va faire. Est-ce que, en tout cas, la société va lui dire, tu es extraordinaire, tu as gagné une médaille d'or des JO, mais peut-être que au fond de lui, ce qu'il veut simplement, c'est de battre un record, son propre record. Il va peut-être finir 3e de la course, battre son record personnel sur la course et il sera le plus heureux du monde, mais la société va lui dire « Ah, mon grand, tu n'as pas gagné la médaille d'or. » Exactement. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut réaliser et pourquoi voilà on veut le réaliser. Et non, pardon, j'allais faire le parallèle avec l'entreprise parce que depuis des années, l'entreprise essaie aussi de valoriser les métiers d'experts, parce que depuis tout temps, l'entreprise s'est développée avec un système de pour gravir les échelons, et en tout cas le fait d'avoir du management de personnes est vu encore aujourd'hui comme une énorme promotion. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive, depuis quand même pas mal d'années, on est aussi dans un marché d'experts, et les experts, ils n'ont pas forcément envie de manager, et c'est pas grave, et ça doit pas être forcément une étape dans une carrière de promotion. Et en tout cas, l'expert, tout comme le sportif qui... Bon, en même temps, s'il va au JO, j'imagine qu'il veut gagner la médaille d'or, mais peut-être qu'au fond de lui, si déjà il se dit bon, je bats un record, je suis quand même très heureux, mais la société, encore une fois, va lui renvoyer un message différent, tout comme l'expert en entreprise. Lui, il n'a pas envie de manager, il est très bon et il est reconnu en tant qu'expert, mais la société va lui dire « Ah, t'as pas managé, quoi ». Donc là, il faut être à l'écoute de ses sensations, en fait. En fait, il y a ça, il y a ce qu'on fait et pourquoi on le fait et pour qui on le fait, à qui c'est adressé, en fait. Le travail est toujours adressé à quelqu'un et à quelque chose. Et le travail est toujours adressé à quelqu'un. C'est toujours adressé, on le fait pour quelque chose. Mais à quelqu'un pour soi ou quelqu'un de notre entourage? Non, pour l'extérieur, en fait. C'est... Ah, on fait quelque chose pour envoyer un message à l'extérieur. Alors, pas pour envoyer un message, mais quand on va construire quelque chose, il y a bien un but derrière. On le fait pour une raison. En fait, c'est ça, dans le fait d'être adressé, c'est-à-dire qu'on le fait pour une raison. D'accord. Y a toujours un but, un objectif. Et il y a aussi, d'aligner ce qu'on a, l'objectif personnel, avec l'objectif de l'entreprise. Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a un écart? Pourquoi? Et c'est effectivement, c'est quand il y a tous ces écarts qu'on perd ce qu'on appelle des conflits de valeurs. On s'y retrouve plus là-dedans.
Et souvent, c'est là que les personnes vont mal. Et le sportif, c'est pareil. Le sportif, ce qu'il y a, c'est qu'il va être... le sportif de haut niveau, il va être encadré toute sa vie. Il est sportif. En fait, on lui dit, voilà, toi, t'es dans cette case, on parlait de normes, de sportif. Donc, l'atteinte, c'est d'aller au plus haut niveau. Et de toute façon, je reviens sur la performance, parce qu'il y a une notion qui est ultra importante. François Bigrel le dit, mais ils sont plein d'autres à le dire sur la performance. Une performance n'existe pas tant qu'elle n'est pas atteinte. En fait, on a un objectif à atteindre. Ouais. Et tant qu'il est réalisé, il n'y a pas de perf. Et donc, en fait, par rapport à ça, l'objectif qu'on va se fixer, tu disais, voilà, entre les Jeux être médaille d'or des JO ou une perf ou un record du monde, il y en a pour qui ce sera forcément le record du monde, parce que là, au moment-là, à l'instant T du record du monde, je suis le meilleur. Ouais. Oui, tu as raison, parce que gagner une médaille d'or au JO n'est pas synonyme d'être le meilleur dans sa catégorie. Exactement. Tu peux gagner une médaille d'or en faisant un temps, si je prends sur de la course, moins bon que ce que tu fais d'habitude, ou ce que les autres font d'habitude. Et si le record du monde, ça fait 15 ans qu'il n'a pas été battu, bah ok, tu as ta médaille d'or des JO, mais tu sais qu'il y a mieux possible. Ah oui. Ouais. Et là, tu vois, quand on disait tout à l'heure la satisfaction ou pas. Par contre, dans les deux cas, il y a un regard quand même... en tous les cas, grand public, t'as été médaillé d'or au JO. Ouais. Mais il y a aussi cette quête à chaque fois de la performance. Une fois que tu l'as atteinte, elle peut à nouveau être dépassée. Et dans le monde de l'entreprise, on retrouve ça aussi. Ouais. On est dans cette quête de la performance qui ne s'arrête pas. L'entreprise... Alors, tu me diras peut-être l'inverse sur les expériences, mais moi, à chaque fois qu'il y a un chiffre d'affaires atteint, l'objectif de l'année d'après, c'est de faire plus. C'est faire plus, voilà. Et il y a une accélération de ça qui est tout le temps. Et là, je trouve qu'on retrouve le monde du sport et le monde de l'entreprise. Ouais, je partage. Ouais, oui, l'entreprise, c'est assez fou d'ailleurs. Effectivement, tu vas atteindre l'objectif de chiffre et du coup, le mécanisme, il n'y a même pas forcément d'interrogation assez poussée. Ça va être de faire plus 10%, ou 15%, ou 20%, ou whatever, sans tenir compte, effectivement, si c'est possible, humainement. Sans mettre la personne sous pression ou effectivement on va pas se poser en tout cas j'ai pas vu d'entreprise qui pose la question de se dire tiens, est-ce qu'on va pas mettre les gens en burn-out continuellement d'ailleurs des fois les objectifs augmentent mais pas les moyens mis à disposition pour les collaborateurs pour continuer. L'entreprise se dit c'est possible. Tiens, c'est étonnant comme façon de penser. Et c'est là où, effectivement, si le collaborateur se protège pas, ou en tout cas, n'est pas un regard un peu... En tout cas, s'il y trouve pas un peu plus de sens à ce qu'il fait, c'est compliqué. Ouais, en fait, c'est ça qui va permettre aussi de tenir. En tous les cas, au-delà de permettre de tenir, ce que moi je peux constater là d'expérience pro, c'est que il y a plein de thématiques, on parlait de risques psychosociaux, qui peuvent être positives ou négatives. Le salaire il peut convenir ou pas, l'ambiance. Mais là où on trouve les personnes qui craquent le plus, c'est sur ces conflits de valeurs et sur cette perte de sens. C'est là où on voit franchement quelque chose décroître totalement. Et je voulais... Et ça, pardon, parce que je rebondis là-dessus, parce que tu me disais, lors de nos échanges, même dans le sport, c'est-à-dire tu as rencontré des entraîneurs qui, eux aussi, n'ont plus forcément envie de se déplacer 300 jours par an et souhaiteraient en tout cas une autre approche de leur métier, ce qui n'existait pas avant. On ne se posait pas la question, effectivement, de ouais, alors effectivement, alors là le parallèle il est énorme, tu vas voir, entre le monde professionnel et le monde sportif. La question qui a fait consensus dès le départ des entretiens, je crois que c'est le 3e qui se présente, on leur demandait de se présenter, quelles étaient leurs attentes de ces entretiens. Et le 3e nous dit, alors moi s'il y a bien quelque chose que je voudrais traiter, c'est comment entraîner les nouvelles générations. Et parce que j'y arrive pas. Est tout trouvé avec l'entreprise. Voilà, exactement. Et on a beau avoir des échanges, on en a encore eu hier sur les nouvelles générations.
Et en plus, ça s'accélère de plus en plus. Comment on va faire, quoi? Et les entraîneurs disaient, oui, moi, j'y arrive pas. Ils sont plus dans le dur, ils ont plus envie, ils cherchent autre chose, on n'y arrive pas, c'est compliqué. Ils veulent plus travailler. On entend ça, grand public. Une génération de feignants, c'est le Covid, c'est quoi? On cherche tous des explications. Et souvent, on déplace pas ce regard-là sur autre chose. En fait, on pointe du doigt cette génération au lieu de se dire, non, le monde a changé et le travail évolue aussi. Et dans ce milieu sportif, il y a quelque chose qui était intéressant, c'est que les entraîneurs, on va dire, de plus de la quarantaine, qui étaient déjà là depuis quelques années, nous, on a été entraînés, à la dure. On a subi ça, tout comme ceux d'avant nous dire nous on se posait pas la question, on se levait le matin, on allait au boulot, il y avait pas de questions à se poser, en fait, il y a pas de débat, effectivement. Et puis là, les jeunes générations, il faut qu'on trouve qu'on soit plus ludique, faut qu'on leur explique pourquoi on fait ça et ainsi de suite. Et dans l'entreprise, pareil. Et à un moment donné, se crée au sein de cet entretien un effet miroir où les plus jeunes entraîneurs disent mais moi non plus, je veux pas partir 300 jours par an de chez moi. Je remets ça en cause. Ils remettent en cause quelque chose qui était plus débattu, en fait. Tout comme la souffrance. Tout comme on aurait pu dire, dans les usines, à l'époque, travailler, ça faisait mal, mais c'était normal. C'était un métier d'homme. On entend encore dans le bâtiment. C'est un métier d'homme, donc c'est obligé d'avoir mal. Non, on évolue. C'est un métier d'homme, donc on mettait pas son casque pour aller sur les chantiers. Maintenant, on évolue aussi là-dedans. Et qu'est-ce qu'on y cherche? Et pourquoi on est là? Et de se dire, est-ce que je peux être à la fois un bon entraîneur, parce que c'était le terme utilisé au départ, et ne pas être dans la souffrance, dans l'épuisement. Et là, on parlait de transformation. J'ai un des entraîneurs, c'est pas venu tout de suite. On a fait une restitution quelques mois après. On a laissé passer une grosse période d'été et de championnat. Et là, j'ai un des entraîneurs qui nous a dit, j'ai retrouvé du plaisir dans mon travail en étant sur des choses plus pédagogiques et en retrouvant le sens premier de pourquoi j'avais fait ça. Et tu me demandais tout à l'heure s'ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Non, ils avaient la tête dans le guidon, comme beaucoup dans le travail aujourd'hui, et en me disant là, je me suis rendu compte, effectivement, dans le sportif de haut niveau, dans l'équipe que j'ai, il y en a qui seront jamais champions olympiques et qui sont là pour aider les autres. Non, mais j'ai aussi envie de eux les pousser à leur plein potentiel parce qu'ils sont en demande. Et là, ça me donne aussi une quête de sens. Au-delà d'aller chercher la médaille, c'est aussi mon métier. Parce que si eux sont plus là, un sportif seul dans son coin, et que s'il n'a pas de partenaires en face qui sont aussi d'un haut niveau, il avance pas. Il avance pas, clair. Et en fait, on a besoin de tout le monde. Et comme dans l'entreprise, on a besoin de tous ces maillons en fait, de la chaîne. Et là, il retrouvait du sens en se disant, un côté un peu donnant-donnant. Lui, il a vraiment envie, je vais aussi y aller. C'est intéressant, parce que là, ça m'évoque aussi, clairement, aussi le monde de l'entreprise qui construit des programmes de talent, donc effectivement, qui va se focusser sur ceux qui sont potentiellement, vont gagner des médailles, etc., des titres. Alors, je ne saurais pas dire si c'est au détriment, comme tu l'exprimes, ou en tout cas, peut-être en faisant moins attention aux autres. En tout cas, il y a là, on se rejoint peut-être dans ce que tu dis. En tout cas, il y a une énergie peut-être un peu plus distribuée vers ceux qui sont perçus comme des champions en titre, et peut-être un peu moins pour les autres. Toi, tu dis, c'est ce qui peut, en tout cas pour certains individus, faire émerger une perte de sens. Tout à fait. Et puis, si on fait un focus sur les talents de l'entreprise, comme tu disais, ils représentent combien de pourcentage de l'entreprise? Ah oui, à chaque fois, c'est une minorité. Clairement. C'est une minorité. Ouais. Et en fait, c'est aussi tous les autres qui font la force de l'entreprise. Et c'est ça qui est important, en fait. Si tu négliges les autres, tu as 5-10 talents dans l'entreprise. Si demain, tu en retires 5, l'entreprise, elle fonctionne. Ouais. Tu retires la moitié, 50% de tes talents, l'entreprise fonctionne quand même. Tu retires 50% du reste de l'ensemble de l'entreprise ne peut plus fonctionner. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça, c'est quel sens je donne selon le poste que j'ai, ce que je vais faire, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est hyper important. Et là aussi, on a le parallèle. Si tu veux
un bon sportif dans le sens où tu dis que pour moi, le bon sportif, c'est celui qui va ramener la médaille, c'est celui qui va justement représenter la France au JO et ainsi de suite. Eh ben, faut que tu aies entraîné une masse énorme et c'est aussi tout ça qui va faire que ça va l'aider. On parlait de contexte et ainsi de suite, c'est ça aussi qui va le permettre de révéler son potentiel et son talent. C'est parce que aura eu des expériences avec un tel, et ces retours-là, qui va apprendre telle esquive qu'il n'aurait pas fait, telle chose. On retombe sur le concept que tu évoquais, qui est donc la reconnaissance d'utilité et de beauté, donc par les pairs. C'est-à-dire pour avoir un champion, il faut aussi qu'il ait une reconnaissance par ses pairs. Certains n'ont jamais gagné de titre comme lui, mais il y a ce fameux canal qui se sera construit, échange de bonnes pratiques, et donc sublimation de l'un comme de l'autre. Exactement, et en fait, l'intérêt, effectivement, c'est à travers aussi tout ça, tout ce maillage comme quoi, en fait, humain. L'humain ne réussit jamais seul. Oui. C'est en fait... non, mais je dis ça parce qu'effectivement, tu faisais référence à cette évolution dans l'entreprise où effectivement on ne remettait pas en question certaines souffrances en y mettant des préjugés. Si tu mets pas de casque, ceci, ou si t'as mal, c'est que t'es pas bon, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est au contact des autres qu'on évolue. Oui, c'est ça. Alors, pardon, merci de me relancer. Effectivement, souvent, moi j'ai entendu dire, enfin, ou même des gagnants de titres, etc. En tout cas, la société mettait plutôt en avant la performance d'un individu seul, sans parler des autres. Moi, je suis issu du monde du sport, du football. Encore aujourd'hui, j'ai rien contre élire chaque année le Ballon d'Or. Mais est-ce qu'il a vraiment du sens, ce Ballon d'Or? Si on n'y met pas à côté, effectivement, ce que tu expliques, un environnement rempli de pairs, avec lequel ce champion du Ballon d'Or s'est nourri, en fait, pour pouvoir performer. En fait, ça n'a aucun sens, ce titre. Ben, en fait, effectivement, c'est un titre, une reconnaissance qui serait là, effectivement, collective. Tu parles de ça et là, je fais le parallèle à nouveau avec le métier d'entraîneur sportif, qui est souvent le métier de l'ombre par rapport à ça. Et aux yeux du grand public, parce que eux l'ont pas du tout vécu comme ça, parce que je leur ai posé la question, mais aux yeux du grand public, un sportif qui performe, c'est parce qu'il est bon. C'est lui l'exception. Ah, d'accord. Ouais. Et je prends le parallèle avec le monde du foot, ce que tu disais. Une équipe qui perd, c'est de la faute de l'entraîneur. Ah oui. C'est pas en premier. Ouais, ça c'est pas que le foot, c'est quasi tous les sports co. Effectivement, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable, mais sport co ou individuel. On remet en cause et rapidement la personne peut être limogée parce que l'équipe n'a pas performé. Et une différence énorme qui se fait au départ entre, par contre, là, le monde du sport et le monde de l'entreprise, on parlait d'objectifs de tout à l'heure. Et dans le monde du sport, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez des objectifs de résultats ou de moyens ? Ils m'ont tous répondu, mais spontanément, nous, c'est de moyens. C'est-à-dire que l'entraîneur, il peut pas garantir la performance, il peut pas garantir la médaille olympique. Et on lui demande pas ça. On lui dit, par contre, t'as des objectifs de moyens, c'est de mettre tout en œuvre pour que le sportif soit dans les conditions et de l'accompagner, être ce catalyseur, ce facilitateur, pour qu'il puisse l'obtenir. Ok. Donc, sur le papier, on parle des entretiens individuels, annuels, j'ai que des objectifs de moyens. Personne ne va me demander de garantir le résultat. Ouais. Pourtant, on revient sur ce qu'on disait, l'équipe ne performe pas 1 année, 2 années, 3 années. Ouais, c'est l'entraîneur qui saute. L'entraîneur, il saute. Et c'est marrant parce qu'en entreprise, par contre, tu as plutôt une obligation de résultat quand même. Exactement. Ça, c'est quand même la grande différence. On te demande chaque année de gagner le championnat du monde. Et on te le demande de faire chaque année déjà, t'as pas trop le choix, parce que sinon ça peut être compliqué pour toi quand même. Et il y a une notion de responsabilité, parce que si on te disait, si on te donne l'objectif de résultat, on te dit ok, et tu le fais avec les moyens que t'as, et les moyens que t'as, c'est ton patron qui te les donne. Donc en te donnant un objectif de résultat, forcément il se remet pas lui dans la difficulté.
Lui, il te dit, moi, je t'ai donné les conditions, maintenant, c'est à toi, en tant qu'individu, de dépasser ça. Et combien de fois il y a des difficultés parce que, justement, les personnes nous disent, mais moi, j'avais pas les moyens. On m'a demandé de faire la même chose. On était 10 l'année dernière, on n'est plus que 6 dans l'équipe. On n'y arrive pas. Oui, après, tu as cette fameuse phrase, effectivement, du dirigeant ou du manager, dit, mais tu l'as fait l'année dernière, donc pourquoi pas cette année ? Exactement. Ouais, mais tu as augmenté l'objectif de 10%. Bah, oui, mais t'avais surperformé l'année dernière. Ouais, mais c'est pas évident de faire la même perf, même... Enfin, c'est comme si, moi souvent, c'est comme si on demandait à Bolt, bon, tu cours déjà mon coco 100 mètres en moins de 10 secondes, bah tu vas faire, au lieu de faire 9 secondes, tu vas faire 8 maintenant. Exactement. Ouais, mais entre 9 et 8, c'est énorme. Et déjà, il y a ça, et tu le disais justement hier dans nos échanges, où tu disais, oui, mais le sportif, en plus, il a des périodes de mise au vert. Ouais, c'est vrai. Il performe, mais à un moment donné, il a le droit. Il a le droit au repos, au calme, à se recentrer, etc. Et de se poser les questions et de se retrouver. Tout à l'heure, tu me demandais, voilà, est-ce que de se réaligner dans cette quête de sens. Exactement. Ouais. Et tu me demandais, mais voilà, est-ce qu'ils ont trouvé, est-ce qu'ils savent où ils sont, est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont tous besoin de faire un pas de côté ? Mais est-ce qu'on en laisse l'occasion dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des espaces, des moyens qui nous laissent faire ce pas de côté et de se dire, bah là, effectivement, réfléchissez, vous avez quelques mois pour réfléchir à ce que vous pouvez apporter dans l'entreprise, à votre positionnement, aux objectifs, là où vous voudriez aller, et ainsi de suite. Très peu. Certains vont te dire, alors c'est peut-être un peu cynique, et parfois c'est quand même plutôt bien, il y a les events collectifs les séminaires, les choses comme ça, mais j'imagine qu'il y a des séminaires, en tout cas j'en ai déjà vu plutôt bons en entreprise, et puis après il y a des séminaires qui sont de l'ordre de plus de, je sais pas si c'est le bon terme, c'est pas amusement, mais c'est pas aussi constructif que ça le devrait, c'est plus pour galvaniser les gens, ce qui est pas inintéressant, donner de l'énergie aux gens pour qu'ils atteignent les objectifs, mais on est sur la forme, on n'est pas sur le fond. Je trouve qu'effectivement, en tout cas, moi, de mon expérience, il y a plus de séminaires ou d'outils mis à disposition pour toujours essayer de développer la motivation du collaborateur, mais sans aller toucher des sujets de fond. Effectivement, moi, dans ce que tu dis, j'entends plus, effectivement, enfin, là, ça me vient un peu en discutant, qu'on va peut-être rééquilibrer. C'est-à-dire, peut-être pas délaisser les events de motivation, ils sont intéressants, mais peut-être, effectivement, créer un espace. Alors, créer un espace quand il n'y en a pas, ou étendre l'espace quand il y a un début d'espace sur, effectivement, aller sur des sujets de fond qu'on évoque là, c'est-à-dire de sens, mais on dit autrement de recherche identitaire. En fait, à travers le travail, c'est possible. C'est-à-dire que peut-être que le sujet, c'est de mettre sur la table, voilà, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui, pourquoi, et chacun ce qu'on apporte à ça pour aller mieux. Et ce que je te disais tout à l'heure, cette dispute professionnelle, là où les entraîneurs, pour revenir sur ce qu'on disait, à un moment donné, se disent oui, mais nous, on va faire comme les générations d'avant, et comme s'il n'y avait pas de mutation possible dans ce métier de la performance. Voilà, c'est un socle solide. Il y a la souffrance, on continue, on va réutiliser les mêmes choses et on aura le même résultat. Mince, on fait les mêmes méthodes et on n'a pas le même résultat. Et en fin de compte, ils échappent pas à cette mutation professionnelle aussi. Et il n'y a aucun travail qui échappe à ça. Et cette mutation, elle est nécessaire aussi pour s'aligner avec tout ça et pour débattre de ça. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, ceux qui, souvent, effectivement, tu l'as dit, remettent un peu, jugent la jeune génération comme non-travailleurs, on entend un peu tout et n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est évidemment pas cette jeune génération qui est fautive, qui est dans cette mutation. Donc, des fois, elle la vit bien et des fois, certainement, elle l'a subie aussi, en fait. Mais ça, on ne se pose pas la question. Enfin, en tout cas, ceux qui évoquent que la jeune génération est pas comme la leur. Mm-hmm. Mais en fait, c'est cette génération qui est restée figée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont du mal. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un bouc émissaire, en fait ? Eux n'arrivent pas à suivre la propre mutation de leur métier ou de leur sport ? En tous les cas, oui, ça peut être vu comme un bouc émissaire. En tous les cas, ce qu'on va dire, c'est que nous, on était bien, ça fonctionnait comme ça. L'élément qui a changé, c'est cette jeune génération. Donc, voilà, c'est le facteur qui a changé. Donc, forcément, la responsabilité, on la met là-dessus. Au lieu d'avoir un regard sur qu'est-ce que cette génération nous apporte.
Et là, on revient à la singularité et le fait que une source d'opportunité. Exactement. Et c'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter. D'accord. Chacun, si on arrive à voir ça, alors soit être aidé, soit à travers les échanges de positionnement et ainsi de suite, qu'est-ce que chacun apporte? Et c'est comme ça qu'on va transformer le travail, qu'on va tous se transformer et qu'on va se construire grâce à ça. Et en même temps, je me fais un peu l'avocat du diable, que ce soit en entreprise ou dans le sport. Pour un coach, par exemple, dans le sport, ça n'a pas été évident d'avoir des joueurs d'une certaine génération qui vont être plutôt, effectivement, tu me demandes de faire 100 pompes, je le fais, je discute pas, parce que c'est comme ça que eux pensent qu'ils vont performer, et d'autres qui vont remettre en question le modèle en se disant, bah tiens, ok, tu me demandes de faire 100 pompes, mais explique-moi pourquoi, en fait. Comment tu gères un collectif aussi disparate? Alors, moi, je suis pas à leur place et je sais pas comment ils le gèrent. Mais par contre, tu disais, ça doit pas être évident pour eux. Non, c'est pas évident. Mais est-ce que c'est pas là toute la richesse? À nouveau, tu vois, si tu changes ton regard et tu te dis, ouais, est-ce que moi, là, je vais être capable d'accompagner tout le panel là? Je vais être capable de manière de faire des constructions individuelles. Et ce qui est déjà le cas, parce que même sur la même génération, il y a la singularité, il y a l'individualité de chacun, et tous les sportifs qui aient le même nombre d'heures d'entraînement, les mêmes pompes et tout ça, ils vont pas tous réussir de la même façon. Ouais, bien sûr. Donc déjà là, tu vas apporter des changements individuels. Sauf que là, ils sont peut-être un peu plus grands. Et le défi, le challenge est peut-être plus grand, mais l'intérêt, le sens, c'est peut-être le retour de ça. Et on disait cette reconnaissance entre pairs, de se dire « Ouah, t'as vu un tel, et il a réussi à performer autant avec le jeune de 18 ans qu'avec celui de 35. Et puis, je vais prendre l'aviron, il est même capable de faire un bateau avec les deux là et de gagner une compétition. » alors qu'ils n'avaient rien en commun, qu'ils n'avaient pas d'échanges, pas d'expérience, et il a réussi ça. Et là, c'est magique, en fait. Et là, tu te dis, là, dans la reconnaissance de la personne des autres, effectivement, elle est énorme. Ouais, donc, ce que tu dis, c'est que ce soit un entraîneur, un manager ou un dirigeant d'entreprise, si tu arrives à créer l'environnement dans lequel ces disparités, en gros, ces singularités peuvent vivre ensemble, peuvent se compléter. Et essayer de se comprendre, se compléter et finalement de se donner mutuellement, en tout cas, ça fonctionne. Toi, c'est ce que tu as pu voir en interagissant avec ces entraîneurs de sportifs de haut niveau. Exactement. Et je pense que là, le parallèle est hyper important. C'est souvent... alors, il y a souvent beaucoup de réunions, mais il y a une notion de... Tu parlais des séminaires tout à l'heure, de choses comme ça, de perte de temps des fois qui est mal compris. Ben voilà, vous allez réunir, je prends les collectifs de travail, ok, vous allez réunir 5 fois 10 salariés pour parler. Voilà, mais moi, ils sont opérateurs sur une chaîne de montage, moi, ils sont directeurs de magasin. Enfin, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Enfin, là, on a du boulot derrière. Ouais. Et sans se rendre compte que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner derrière. Parce que là, une fois qu'on crée ce climat-là et qu'on peut avoir ces échanges, ce qu'on disait, ces échanges sur la ficelle de métier, sur ah mais moi je fais ça parce que je me suis déjà rendu compte que en faisant de telle manière, on n'avait plus de retour qualité, ah bah et ainsi de suite. Et là, tout comme dans le monde du sport, effectivement, je me suis rendu compte que peut-être en m'entraînant à telle heure, je suis plus performant ou sur la compétition d'après. Et c'est ces échanges, comme tu disais tout à l'heure, de pratique qui permet d'arriver à quelque chose. Et c'est là, en fait, on parlait de potentiel, mais peut-être qu'on s'ouvre sur autre chose. On est tous hors normes au moment-là, en fait. Ouais, on est tous, on a tous sur ça transcende, une fonction, voilà, notre singularité. Les uns les autres, ouais. Exactement. Et pour revenir au début où tu disais, ben voilà, le podcast et la manière, voilà, où les autres le voyaient au tout départ de nos échanges, en disant, voilà, je cherche un peu le profil particulier, celui qui a tout abandonné pour recréer autre chose, celui qui est sorti de ses normes familiales, sociales. Et oui, parce qu'au départ, il rentre dans une norme. Ouais. Et par rapport à cette norme sociale, par exemple, familiale, il est en décalage. Il a sa singularité.
mais il se retrouve au milieu d'une autre norme dans une autre population, et ainsi de suite. Et en fait, on est à la fois tous singuliers et tous semblables, en fait, dans notre société. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comment chacun apporte sa petite touche, en fait, je veux dire, pour créer quelque chose de mieux, en fait. Oui, enfin, ça m'évoque effectivement les gens que j'interviewe régulièrement, que je considère moi comme hors normes, effectivement. Mais je retrouve des choses que, en tout cas, je sais pas si on peut parler de critères, mais en tout cas des traits communs en parlant avec toi chez ces personnes, des gens qui finalement ont osé s'écouter, effectivement, et qui ont su à un moment donné, pas forcément, en tout cas diminuer les échos que la société leur demande de faire, parce qu'on est tous là-dedans, ou leur environnement de base, etc., pour aller dans une activité dans laquelle ils vont y trouver du plaisir. En tout cas, la balance entre plaisir et souffrance va trouver son réel équilibre. Pour reprendre tes termes de psychologue, pour avoir une reconnaissance d'utilité assumée, pour ensuite effectivement aller avoir cette reconnaissance de pair, où c'est vrai que pour l'instant, dans les personnes que j'ai interviewées, j'en ai pas rencontré qui n'avaient pas eu finalement, mais sans le savoir, là je mets des mots grâce à toi, mais eu cette reconnaissance par les pairs, parce que ils se sont placés dans un environnement où finalement ils se sont entourés des bonnes personnes, où justement ils ont pu construire le canal que tu évoques pour qu'il y ait un partage fluide de bonnes pratiques. Et donc du coup, ça transcende leur potentiel, ce qui donne, dont la conséquence, effectivement, on est tous singuliers, mais de l'extérieur, ça donne quelque chose d'incroyable, de hors norme, parce qu'on se dit, effectivement, il est parti de là, parti du point A pour arriver au point B, et sur le papier, c'était injouable. Exactement. Et en fait, non. Parce que cette personne, justement, a trouvé là où elle était utile, en tout cas, elle avait des sensations très positives, elle était à fond là-dedans, et a construit un écosystème de collectif, finalement, de pairs, qui a transcendé ce potentiel. Et là, on se dit, finalement, X temps plus tard, comment elle a fait ? C'est incroyable, ça, comment elle a fait. Ouais, effectivement, je comprends dans ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis dans le sens où effectivement, ça peut vraiment transcender quelqu'un, d'avoir ce mécanisme. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi l'objectif de l'échange d'aujourd'hui, c'est d'essayer de modéliser, théoriser ce mécanisme des personnes que je rencontre. Et je te remercie parce que là, pour le coup, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça va me permettre, moi aussi, justement, ce qu'on a créé ce canal, de développer encore plus peut-être la façon dont j'ai d'interviewer les personnes que je rencontre, peut-être leur poser aussi des questions complémentaires de celles que je pose d'habitude, pour peut-être mettre encore plus le doigt sur ce mécanisme que tu évoques. Donc déjà, merci pour ça. Ça, c'est comme quoi ça fonctionne. Bien. Non, mais c'est super intéressant. Je pense que c'est pas mal, non, déjà? Je pense que on a été moins bavard que d'habitude, mais quand même. Ouais, je pense. On est resté en plus. J'ai l'impression, en tout cas, ce sera à vous de nous dire, ceux qui vont écouter ou regarder l'épisode, parce que c'est vrai que j'appréhendais pas mal en toute transparence de faire cet épisode, parce que c'est vrai que quand on l'a préparé, je me dis oh là là, on va sur quand même parfois des idées assez complexes, des concepts, etc. Mais peut-être qu'on y reviendra. Peut-être que je te proposerai de repasser sur d'autres thématiques, parce que vraiment, ça balaye pas mal de champs. Peut-être restons là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis je pense qu'on refera d'autres épisodes, peut-être creuser des thématiques qu'on a évoquées selon vos retours, vous les auditeurs, ceux qui vont écouter cet épisode. Je serai évidemment, on sera évidemment, Christelle et moi, ravis de répondre à vos questions, interrogations. Parce que là, l'idée, c'était vraiment de modéliser, effectivement. En tout cas, moi, j'avais personnellement besoin d'aller creuser ce concept d'hors norme, parce que clairement, souvent, on me posait c'est quoi quelqu'un d'hors norme, et moi, je suis hors norme. C'est marrant, ne serait-ce que le titre, ce que ça peut
envoyer comme message à nouveau le regard des autres, hein, et dans quelle norme on est, et ça évoquera à chacun quelque chose de différent selon son expérience. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de pouvoir nous cheminer. Et je pense que aussi, voilà, quand tu as des auditeurs, il y a forcément des passages qui les font cheminer aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans ces échanges. C'est de se dire, ah bah voilà, qu'est-ce que ça renvoie chez moi, et se poser, ça renvoie des questions forcément. Et c'est ça qui est intéressant. Eh ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va laisser justement, on va vous laisser vous poser des questions par rapport à ce qu'on s'est dit. En tout cas, moi, ça m'évoque déjà pas mal d'interrogations et d'idées de développement. Donc, c'est plutôt cool. Merci Christelle. Merci Jess. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode. Comme je l'ai évoqué, évidemment, si vous avez des questions, interrogations, on sera évidemment ravis d'y répondre. Je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode d'Hors Normes. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.